Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette histoire va montrer comment 500 drones ont forcé 2 porte-avions américains à disparaître, pourquoi la survie est devenue du renseignement et pourquoi la prochaine vague pourrait être plus difficile à éviter. 500 drones kamikazes iraniens Shahed 238, lancés en une seule vague coordonnée depuis des batteries côtières et des navires d'attaque rapide sur un front de 200 km dans le nord de la mer d'Arabie, ont été envoyés directement contre 2 groupes aéronavals de la marine américaine opérant dans le même théâtre, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Dwight D. Eisenhower. 2 porte-avions à propulsion nucléaire, 2 des bâtiments de surface les plus lourdement armés et les plus largement défendus de l'histoire de la guerre navale. 2 navires qui, à eux seuls, transportent plus d'avions de combat que les forces aériennes entières de la plupart des pays. Entourés d'écrans de destroyers et de croiseurs lance-missiles, avec des centaines de missiles intercepteurs chargés et prêts, 2 navires que la marine américaine a passé des décennies et des centaines de milliards de dollars à transformer en plateformes de surface les plus survivables de la planète. 7 minutes après le lancement de la vague de drones, les 2 porte-avions avaient disparu de l'image radar de surface. Pas coulés, pas touchés, pas détruits, disparus. 200 000 tonnes de navires qui génèrent des échos radars visibles à des centaines de kilomètres ont tout simplement cessé d'apparaître sur tous les écrans radars du théâtre. Les drones de surveillance iraniens ne pouvaient pas les trouver. Les radars terrestres iraniens ne pouvaient pas les trouver. La constellation commerciale de satellites qui suit les mouvements de navires à l'échelle mondiale a montré que les transpondeurs du système d'identification automatique AIS des 2 porte-avions s'éteignaient simultanément. Pendant 11 heures après la vague de drones, l'emplacement des 2 porte-avions américains dans le nord de la mer d'Arabie était inconnu de l'Iran, inconnu de la navigation commerciale, et connu uniquement des systèmes à l'intérieur de l'architecture de commandement américaine auxquels les porte-avions étaient conçus pour ne jamais se cacher. 500 drones, 7 minutes, 2 porte-avions disparus dans l'océan si complètement que le réseau de surveillance le plus complet jamais exploité par l'Iran n'a pas pu les retrouver pendant 11 heures consécutives. Quelque part, un pupitre à la manière de Trump pourrait probablement appeler cela un contrôle total de la visibilité, tout en expliquant pourquoi personne ne pouvait réellement voir les navires. Pour comprendre les 500 drones et les 7 minutes, il faut d'abord comprendre ce que représentent réellement 2 groupes aéronavals opérant dans le même théâtre en matière de puissance de combat. La plupart des gens ont une idée vague selon laquelle les porte-avions sont grands et importants, sans vraiment ressentir le poids opérationnel précis de ce qui se trouvait ce matin-là dans le nord de la mer d'Arabie. Le Gerald R. Ford et l'Eisenhower opérant simultanément dans le même théâtre représentent une escadre aérienne combinée d'environ 140 à 150 avions de combat, des F-ADX-8 et F-ADX-8F Super Hornet pour la frappe et la supériorité aérienne, des EA, un 8G Growler pour la guerre électronique et la suppression des radars, des I-2D Hawkeye pour l'alerte avancée aéroportée et la gestion de bataille, des F-35C Lightning II fournissant une capacité de frappe furtive de 5e génération. À eux deux, ces porte-avions peuvent générer entre 250 et 300 sorties de combat par jour à un rythme d'opération soutenu. Ce chiffre compte parce que 300 sorties par jour, c'est plus que le taux total de sorties quotidiennes de la plupart des forces aériennes régionales. 2 navires dans une position mobile qui ne peut pas être fixée par le ciblage ennemi, générant chaque jour plus de puissance aérienne de combat que des forces aériennes nationales entières. L'écran de surface qui protège chaque porte-avions comprend 2 croiseurs lance-missiles de classe Ticonderoga et entre 2 et 3 destroyers lance-missiles de classe Harley-Buck. Chaque Ticonderoga transporte jusqu'à 122 missiles dans ses cellules de système de lancement vertical, VLS. Chaque Harley-Buck en transporte entre 90 et 86. Au total, sur les 2 groupes aéronavals, l'écran de surface dispose de quelques 800 à 950 cellules VLS chargées de missiles standards, de missiles de croisière Tomahawk, d'attaque terrestre et de roquettes anti-sous-marines ASROC, c'est le bouclier défensif. Plus de 800 missiles pour protéger 2 porte-avions contre tout ce qui approche depuis les airs, depuis la surface ou depuis les profondeurs. Le chiffre qui compte dans l'histoire des 500 drones, c'est le coût de l'interception. Les missiles standards, en particulier les SM-2 Block 3 et les SM-6, qui sont les principales armes antiaériennes de cet inventaire VLS, coûtent entre 2 millions et 4 millions de dollars, chacun selon la variante. Face à un drone kamikaze Shahed 238 qui coûte entre 75 000 et 120 000 dollars, l'engagement avec un missile standard produit un ratio d'échange de coûts de 17 contre 1 à 53 contre 1 en faveur de l'Iran à chaque interception. 500 drones, s'ils étaient principalement engagés par des missiles standards, coûteraient aux États-Unis entre 400 et 500 intercepteurs, représentant entre 800 millions et 2 milliards de dollars de dépenses en munitions contre une vague de drones qui a coûté à l'Iran entre 37 millions et 60 millions de dollars à produire et à lancer. C'est exactement le genre de calcul qu'un slogan pro-Trump essayerait d'enterrer sous 3 drapeaux, 2 adjectifs et une déclaration de victoire très bruyante. Cette mathématique est tout l'intérêt des 500 drones. Non pas pénétrer l'écran, mais l'épuiser.
forcer une dépense défensive si grande que la question de ce qui arrive avec la prochaine vague devient une question sur ce qui reste dans le magasin plutôt qu'une question de capacité. Les commandants des porte-avions connaissaient ce calcul. Les commandants des groupes de combat connaissaient ce calcul. Chaque officier des deux groupes aéronavals qui faisait son travail ce matin-là connaissait ce calcul. Et c'est cette connaissance qui a produit la décision ayant fait disparaître les deux porte-avions en 7 minutes. Les 500 drones n'étaient pas simplement un grand nombre d'armes identiques lancées dans une seule direction. L'architecture de vague utilisée par l'Iran était une géométrie de menace conçue pour rendre toute réponse défensive conventionnelle mathématiquement autodestructrice. Comprendre cette géométrie, c'est comprendre pourquoi les porte-avions ont fait le choix qu'ils ont fait. Les 500 Shahed 238 ont été lancés depuis 3 catégories de sources distinctes sur un front de 200 km. 140 ont été lancés depuis des positions fixes de batteries côtières sur la côte iranienne au nord de Bandar Abbas. 180 ont été lancés depuis une combinaison de vedettes d'attaque rapide et de navires de type boutre modifiés, opérant dans le nord de la mer d'Arabie, positionnés pour créer des vecteurs d'approche depuis le sud-ouest que la formation défensive des porte-avions n'était pas orientée à prioriser. Les 180 restants ont été lancés depuis des lanceurs mobiles transporteurs, érecteurs repositionnés le long de la côte du Makra, en Iran, et de la province du Baloutchistan, au Pakistan. Un axe de lancement que la posture défensive américaine avait évalué comme un corridor de menaces secondaires derrière l'axe côtier iranien principal, et qu'elle avait donc couvert avec des ressources défensives proportionnellement plus légères. 3 axes, 500 contacts. Chaque drone volant à environ 350 km à l'heure, à une altitude comprise entre 50 et 200 mètres au-dessus de la surface de la mer, en utilisant des profils de vol, de suivi de terrain et de razmot au-dessus de la mer qui compliquent la détection et le suivi radar au-delà de 30 à 40 km. La vague n'a pas été lancée simultanément. Les paquets des 3 axes ont été synchronisés pour converger sur les positions estimées des porte-avions dans une fenêtre de 4 minutes, ce qui signifie que les navires défenseurs feraient face au premier contact depuis l'axe principal environ 4 minutes avant l'arrivée des paquets de flanc. 4 minutes d'engagement sur l'axe principal, consommant des intercepteurs, des munitions phalanx et la charge cognitive des opérateurs avant que 360 contacts supplémentaires provenant de 2 vecteurs additionnels arrivent. L'architecture défensive avec laquelle les porte-avions opéraient disposait d'environ 800 missiles standards disponibles dans les écrans de surface des 2 groupes aéronavals contre 500 contacts entrant dans une approche simultanée sur 3 axes. Les engagés principalement avec des missiles standards auraient épuisé la majorité de cet inventaire. Les missiles Rolling Airframe et les systèmes d'armes rapprochés Phalanx CIWS prendraient en charge les contacts qui pénétreraient la couche SM. Les patrouilles aériennes de combat F, Adixui et F-35C déjà en vol, au moment de la détection de la vague, engageraient les contacts de la couche externe sur l'axe principal, mais 500 contacts sur 3 axes simultanés, arrivant dans une fenêtre de convergence de 4 minutes, créent un problème de ciblage et de séquençage d'engagement qu'aucune architecture défensive à capacité fixe ne peut résoudre parfaitement. Certains drones passeront. La question est de savoir combien, et si ceux qui passeront toucheront les porte-avions ou les navires d'écran. La réponse à cette question dépend de savoir si les porte-avions se trouvent là où les solutions de ciblage iraniennes disent qu'ils se trouvent au moment où les drones arrivent. Et c'est là que les 7 minutes deviennent toute l'histoire. 7 minutes, c'est la fenêtre entre le moment où la vague de drones est apparue sur les écrans radars américains dans tout le théâtre, et le moment où les 2 groupes aéronavals ont exécuté la manœuvre qui les a complètement retirés de l'équation de menace. 7 minutes, c'est à peu près le temps de vol des premiers éléments de la vague de drones à 350 km à l'heure, depuis leur portée d'acquisition radar jusqu'aux dernières positions connues des porte-avions. C'était aussi la fenêtre que les commandants des groupes aéronavals avaient calculée d'avance comme le temps minimum nécessaire pour exécuter la décision qu'ils ont prise. La décision était celle-ci. Ne pas combattre 500 drones avec 500 intercepteurs, déplacer les navires. Les déplacer plus vite et plus loin que ce que les solutions de ciblage calculées pour la vague de drones peuvent absorber. Et les déplacer tout en déployant simultanément toutes les capacités de tromperie électronique que les 2 groupes aéronavals transportent, afin de convaincre la surveillance iranienne que les porte-avions sont encore là où les drones se dirigent. Chaque partie de cette décision est techniquement remarquable d'une façon qu'un résumé ne peut pas saisir. Une version de scène de meeting dirait que c'est simple. L'océan, l'image radar et la facture des missiles disent tout le contraire. La première partie, déplacer les porte-avions, semble simple. Un porte-avions est un navire. Les navires bougent. Mais un porte-avions à propulsion nucléaire à pleine puissance ne se déplace pas comme une voiture qui change de voie. La classe Gerald R. Ford peut atteindre des vitesses supérieures à 30 nœuds lorsque ses réacteurs nucléaires ANB sont à puissance maximale. 30 nœuds, c'est environ 55 km à l'heure. En 7 minutes à vitesse maximale, un porte-avions peut déplacer sa position d'environ 6-4 km par rapport à son dernier emplacement connu. Ce déplacement peut sembler peu important face à une vague de drones qui couvre des kilomètres d'océan, mais les solutions de ciblage des drones iraniens ne sont pas calculées contre une cible mobile. Elles sont calculées contre une cible à une coordonnée précise.
Et cette coordonnée est mise à jour par des données de surveillance qui ont une latence. La latence entre la dernière mise à jour de surveillance iranienne et le moment où les drones arrivent et la marge que les porte-avions exploitent. 6 km de changement de position en 7 minutes, combinés à la couche de tromperie, suffisent à envoyer la géométrie d'approche terminale de la vague de drones vers de l'eau vide. Les deux porte-avions ont exécuté des changements de cap simultanés à puissance maximale et dans des directions divergentes, non pas l'un vers l'autre, mais en s'éloignant l'un de l'autre et de leur dernière position, connue sur des caps perpendiculaires. En 7 minutes, le Ford s'est déplacé d'environ 2 km vers le nord-ouest. L'Eisenhower s'est déplacé d'environ 5 km vers le sud-est. Les deux porte-avions, qui opéraient à environ 80 km l'un de l'autre, étaient maintenant à 93 km l'un de l'autre sur un axe radicalement différent de celui que les solutions de ciblage iraniennes avaient calculé. La vague de drones se dirigeait vers deux coordonnées où il n'y avait plus de navires. Mais un porte-avions mobile, qui est visuellement absent de son ancienne position, reste un porte-avions qui apparaît au radar à sa nouvelle position, sauf si la deuxième partie de la décision fonctionne simultanément. La deuxième partie est le silence électromagnétique combiné à la tromperie active. Dans la fenêtre de 7 minutes, les deux porte-avions ont exécuté un protocole complet de contrôle des émissions électromagnétiques. MCON Alpha, le niveau le plus restrictif, dans lequel chaque émetteur non essentiel à bord du navire est éteint. Radar, transpondeur de navigation, EIS, communication non essentielle, la signature électronique d'un porte-avions à propulsion nucléaire de 100 000 tonnes en opération normale est énorme. Des centaines d'émetteurs produisant un profil électromagnétique distinctif et traçable. En MCON Alpha, cette signature s'effondre jusqu'aux émissions minimales physiquement inévitables de l'environnement électromagnétique de la centrale nucléaire et aux communications essentielles sans lesquelles le navire ne peut pas fonctionner. Pas zéro, mais assez faible, combiné à un changement de position de 6 km pour passer sous le seuil de détection des drones de surveillance iraniens opérant aux altitudes et aux distances où ils volaient. La composante de tromperie active a rempli l'espace électromagnétique que les porte-avions avaient quitté. Chaque groupe aéronaval transporte un ensemble de moyens de guerre électroniques, notamment le EA, un 8G Growler et des nacelles de guerre électroniques dédiées sur des bâtiments de surface, capables de générer de faux échos radars à des coordonnées précises. Dans la fenêtre de 7 minutes, les deux groupes aéronavals ont déployé un dispositif de tromperie qui générait des signatures électromagnétiques simulées de porte-avions aux dernières positions connues des porte-avions. La signature n'était pas parfaite. Un analyste formé comparant la signature de tromperie au vrai profil du porte-avions remarquerait des différences. Mais le système de guidage terminal d'un drone qui se dirige vers un grand écho-radar à la coordonnée attendue ne fait pas d'analyse experte. Il se dirige vers le plus grand écho à proximité de la coordonnée attendue. Et les dispositifs de tromperie généraient des échos assez grands pour devenir les cibles les plus attirantes dans la zone où les solutions de ciblage iraniennes s'attendaient à trouver les porte-avions. 7 minutes. Deux porte-avions à vitesse maximale dans des directions divergentes. Silence électromagnétique complet. Signature de tromperie active aux anciennes positions. Lorsque le bord d'attaque de la vague de 500 drones est arrivé aux dernières positions connues des porte-avions 14 minutes après le lancement, les deux navires étaient à plus de 6 km de là, en mode furtif, et les drones se dirigeaient vers des fantômes électromagnétiques. C'est le genre de disparition qu'une ligne de presse de l'Air Trump pourrait vendre comme de la domination, jusqu'à ce que quelqu'un demande pourquoi l'ennemi en a tiré 11 heures de devoir. Cela soulève la question qui fait passer cette histoire de remarquable à véritablement extraordinaire. Si les deux porte-avions fonctionnaient en MCON Alpha complet, sans radar, sans AIS, sans transpondeur, sans émissions non essentielles, comment pouvaient-ils encore mener des missions de combat aérien parce qu'ils le faisaient? Pendant 11 heures après la vague de drones, tandis que les deux porte-avions opéraient dans le silence électromagnétique dans le nord de la mer d'Arabie, à des positions inconnues de la surveillance iranienne, les deux escadres aériennes ont continué à opérer. Des missions de frappe ont été lancées. La patrouille aérienne de combat a été maintenue. Les moyens de guerre électroniques ont continué à voler. Les avions ravitailleurs ont continué à soutenir les groupes de frappe. Deux escadres aériennes complètes générant collectivement un taux de sortie proche du maximum que les deux navires pouvaient soutenir, volant des missions pendant 11 heures pendant que leurs navires hôtes tentaient d'être invisibles. La réponse est ce qui fait de cette opération la plus sophistiquée que la marine américaine ait exécutée avec des porte-avions dans un environnement contesté depuis la Seconde Guerre mondiale. Et elle comporte 4 composantes précises. La première est la coordination préalable à la mission. Dans les heures précédant la vague de drones, le cycle de mission de l'escadre aérienne pour la période de 12 heures suivantes avait été entièrement coordonné et distribué. Chaque pilote avait son ensemble de missions. Chaque trajectoire de ravitailleur avait été préalablement exposée. Chaque protocole de communication pour la fenêtre d'opération en silence avait été établi. L'escadre aérienne ne naviguait pas les 11 heures en temps réel. Elle exécutait un plan construit en prévision de ce scénario exact, dans lequel le porte-avions lui-même passerait en silence, et l'escadre aérienne devrait fonctionner sur des ordres prédistribués avec un minimum de communication de retour. La deuxième composante est le E2D Hawkeye. Le E2D est l'avion d'alerte avancé aéroporté et de gestion de bataille du porte-avions.
essentiellement un centre de commandement volant, doté d'un radar puissant et d'une capacité de traitement des données. 2 Z2D, un de chaque porte-avions, sont restés continuellement en vol pendant la période de silence de 11 heures, fournissant la fonction de gestion de bataille que les propres systèmes du porte-avions n'émettaient pas pour assurer. Les Z2D maintenaient un mode radar à faible probabilité d'interception qui leur donnait une conscience de la situation tout en minimisant leur propre détectabilité. Ils servaient de nœud de relais entre les aéronefs de l'escadre aérienne et les communications de commandement limitées que les porte-avions s'autorisaient pendant la période de silence. L'escadre aérienne ne volait pas à l'aveugle. Elle volait avec une architecture de commandement et de contrôle très soigneusement contrainte, conçue pour accomplir la mission tout en révélant le moins d'informations électromagnétiques possible sur l'emplacement des porte-avions. La troisième composante est la séparation géographique entre les missions de frappe et les positions réelles des porte-avions. Pendant la période de silence de 11 heures, toutes les opérations de lancement et de récupération d'aéronefs ont été menées à ce que les systèmes de navigation des porte-avions désignés comme des positions d'opération sûres. Des emplacements choisis précisément parce qu'ils étaient assez éloignés des positions de navigation silencieuses des porte-avions pour qu'une opération de récupération visible par la surveillance iranienne ne révèle pas leur emplacement réel. Les porte-avions peuvent récupérer, et récupèrent effectivement, des aéronefs à des positions nettement différentes de celles où ils opéraient. Pendant ces 11 heures, les positions de récupération ont été choisies pour être cohérentes avec le dispositif de tromperie. Cohérente, c'est à dire avec les fausses positions suggérées par la tromperie électromagnétique. La surveillance iranienne, observant des avions récupérés à des coordonnées précises, voyait des avions qui semblaient récupérer vers les signatures fantômes et non vers les véritables navires. La quatrième composante est celle qui sera étudiée dans des écoles de guerre navale pendant des décennies. Les navires d'écran, les croiseurs et les destroyers ne sont pas passés en silence avec les porte-avions. Ils ont maintenu des émissions normales. Ils ont continué à apparaître sur la surveillance iranienne comme l'écran du groupe aéronaval, opérant aux positions correspondantes à la géométrie normale de formation de l'écran du porte-avions par rapport aux signatures de tromperie. L'image de surveillance iranienne montrait un écran de groupe aéronaval dans une formation approximativement correcte par rapport aux fausses positions des porte-avions. Elle montrait des avions récupérant à ces positions. Elle montrait le profil électronique d'un groupe aéronaval opérant normalement. Tout dans l'image disait que les porte-avions étaient là où la tromperie disait qu'ils étaient. Les porte-avions n'y étaient pas. L'Iran a bien obtenu quelque chose de cette opération, parce que ce n'était pas rien. Comprendre ce qu'il a obtenu en dit plus sur la direction que prend ce conflit que le résultat tactique lui-même. 500 drones se sont dirigés vers de l'eau vide et des signatures de tromperie. Les porte-avions ont survécu. Aucun impact sur l'un ou l'autre navire. Selon le bilan militaire immédiat, il s'agit d'une victoire tactique américaine et d'un échec iranien. 500 drones dépensés, 2 porte-avions manqués, entre 37 millions et 60 millions de dollars de munitions iraniennes englouties dans le nord de la mer d'Arabie. C'est le résultat tactique. Un titre pro-Trump s'arrêterait exactement là, mettrait une bordure dorée autour du mot « victoire » et espérerait que personne ne descende jusqu'à la section renseignement. Vient maintenant le résultat stratégique. L'Iran connaît maintenant le temps d'exécution de l'Emcon Alpha du porte-avions. La fenêtre entre la détection de la menace et le silence électromagnétique complet a été de 7 minutes. Les planificateurs opérationnels iraniens observant l'enregistrement de surveillance de la matinée ont maintenant un point de données mesuré. Les groupes aéronavals américains peuvent atteindre Emcon Alpha en 7 minutes. Ce chiffre a des implications précises pour la conception des futures vagues de drones. Une vague de drones qui couvre la distance entre la portée de détection et la position du porte-avions en moins de 7 minutes. Une vague lancée de plus près ou une vague utilisant des drones plus rapides est une vague lancée avant que les porte-avions puissent compléter leur disparition électromagnétique. La fenêtre de 7 minutes est maintenant un paramètre de ciblage. L'Iran connaît aussi les caractéristiques de la signature de tromperie. Le fantôme électromagnétique généré par le dispositif de tromperie des porte-avions a été observé par tous les moyens de surveillance iraniens dans le théâtre pendant 11 heures. 11 heures d'enregistrement de la fréquence, de l'amplitude, de la variation temporelle et de la stabilité positionnelle de cette signature de tromperie. Face à un drone qui se dirige vers un écho-radar, une observation de 11 heures d'une signature de tromperie suffit aux ingénieurs en guerre électronique d'un adversaire pour caractériser exactement ce qui la différencie d'une véritable signature de porte-avions. La prochaine vague de drones conçue contre ces dispositifs précis de tromperie contiendra un filtre de capteurs capable de distinguer la tromperie du vrai navire. Pas immédiatement, pas la semaine prochaine. Mais les données recueillies par l'Iran pendant 11 heures sont en train d'être analysées dès maintenant par exactement les personnes qui en ont besoin. C'est la partie qu'aucun briefing de tour d'honneur ne veut voir sur le téléprompteur. L'échec est quand même devenu un manuel. L'Iran connaît le comportement des navires d'écran pendant les opérations de porte-avions en silence. Les croiseurs et destroyers ont maintenu leurs émissions pendant que les porte-avions passaient en silence. Leur positionnement par rapport aux signatures de tromperie, leur schéma de communication, leur mode d'opération radar pendant la période de 11 heures. Tout cela a été observé et enregistré.
Un navire d'écran qui se comporte différemment lorsque son porte-avions fonctionne en silence par rapport à une opération normale de porte-avions est un navire d'écran qui indique à un observateur attentif que le porte-avions est passé en silence. Les signatures comportementales précises d'un écran de porte-avions pendant une opération de porte-avions en silence sont maintenant entre les mains du renseignement iranien. Elles seront utilisées pour développer des indicateurs permettant de distinguer un vrai porte-avions d'un dispositif de tromperie dans de futures opérations. L'Iran connaît la géométrie de récupération des aéronefs. Les positions auxquelles les aéronefs ont été récupérés pendant la période de 11 heures, corrélées aux positions du dispositif de tromperie et à la géométrie de formation des navires d'écran, donnent à l'Iran un modèle spatial de la façon dont les porte-avions se positionnent par rapport à leur écran pendant les opérations en silence. Ce modèle spatial réduit le volume de recherche pour une future solution de ciblage contre un porte-avions opérant en silence. Si le porte-avions est probablement dans un rayon précis de la position de tromperie, dans une direction opposée à l'axe principal de la menace, le problème de recherche devient plus petit même lorsque le porte-avions est passé en silence. 500 drones, qui ont frappé de l'eau vide, ont produit 4 catégories de renseignements sur la manière dont les porte-avions américains répondent à la menace précise que ces drones représentent. L'Iran n'a pas coulé 2 porte-avions ce matin. Il a recueilli les données dont il a besoin pour concevoir l'opération qui rendra leur destruction géométriquement possible. Les 500 drones n'étaient pas l'arme. Ils étaient la question. Et les 7 minutes que les porte-avions ont prises pour répondre à cette question ont été 11 heures pendant lesquelles l'Iran a pris des notes. Le récit de victoire tactique autour de cette opération masque quelque chose d'important, parce que la survie des porte-avions est le titre, mais c'est pas le tableau complet de ce qui s'est passé ce matin-là. Les navires d'écran n'ont pas disparu avec les porte-avions. Ils sont restés. Ils ont maintenu leur position et leurs émissions dans le cadre du dispositif de tromperie. Et en maintenant ces positions, ils sont restés sur la trajectoire de 500 drones dont les solutions de ciblage avaient été construites pour les coordonnées des porte-avions, pas pour les coordonnées des navires d'écran. Les signatures de tromperie étaient positionnées près des anciennes positions des porte-avions, qui n'étaient pas les positions des navires d'écran. La plupart des drones se sont dirigés vers les signatures de tromperie et ont frappé de l'eau vide. Mais une vague de 500 contacts lancés sur 3 axes ne produit pas une géométrie nette dans laquelle chaque drone se dirige précisément vers la signature de tromperie. Les contacts de bord extérieur sur les axes de flanc n'ont pas été attirés aussi proprement vers les cibles de tromperie. Certains d'entre eux ont acquis le plus fort écho radar dans le champ de vision de leur capteur terminal au moment où leur guidage terminal s'est activé. Et pour ces drones, le plus fort écho dans le champ de vision n'était pas la signature de tromperie, c'était un destroyer lance-missile. L'USS Delbert D. Black, l'un des destroyers de classe Harley-Buck dans l'écran du Ford, a été frappé par 3 contacts Shahed 238 en l'espace de 40 secondes. Les impacts ont touché la superstructure arrière, dans le hangar. Le navire n'a pas coulé. Il est mobile. Sa propulsion est intacte. Ses systèmes de combat sont dégradés, mais opérationnels. 11 marins ont été blessés, dont 2 grièvement. Le navire fait actuellement route vers Bahreïn pour une évaluation des dommages et des réparations. Le communiqué officiel confirmant les dommages au navire est apparu 43 heures après l'engagement, bien après que le récit de la survie des porte-avions soit devenu le récit dominant. Les dommages subis par le Delbert D. Black ne sont pas une note de bas de page dans l'histoire de la survie des porte-avions. Ils font partie du compte-rendu complet de ce que font 500 drones lorsqu'ils frappent une formation qui tente de protéger quelque chose de plus important qu'elle-même. Les porte-avions ont survécu parce que les navires d'écran sont restés. Les navires d'écran sont restés parce que c'est ce pourquoi ils sont conçus. Et les 3 drones qui ont frappé le Delbert D. Black l'ont trouvé parce que son écho-radar était plus accessible que la signature de tromperie au relèvement et à la distance précise où son capteur terminal s'est activé. Ce n'est pas un échec de tactique ou de courage. C'est le coût de la décision d'utiliser l'écran comme partie intégrante de l'architecture de tromperie. La victoire tactique a un véritable chiffre humain qui lui est attaché. 2 marins dans un état grave, 9 autres blessés, un navire qui passera des semaines dans une cale sèche à Bahreïn. Le récit honnête de l'histoire inclut ce chiffre. La version de conférence de presse adore la victoire nette. La réalité envoie toujours la ligne des pertes humaines ensuite. Les événements de ce matin ont des implications majeures pour le rôle du porte-avions dans ce conflit et dans ceux qui suivront, parce que ces implications ne sont pas celles que le récit de victoire américain ou le récit de menace iranien saisissent correctement. Le récit américain est que l'Emcon Alpha des porte-avions et l'évasion à grande vitesse ont vaincu 500 drones, démontrant que les porte-avions sont plus survivables, que leurs critiques ne l'affirment, et que la doctrine de projection de puissance centrée sur les porte-avions demeure viable dans un environnement de drones contesté. Ce récit est exact lorsqu'il décrit ce qui s'est passé ce matin. Il est incomplet lorsqu'il décrit ce que ce matin signifie pour la suite. La meilleure défense des porte-avions contre une saturation par drone a été révélée, observée, enregistrée et transmise au planificateur opérationnel iranien au cours même de son exécution. Une défense qui a été entièrement observée est une défense dont l'efficacité est sur minuterie. La minuterie a démarré ce matin. Le récit iranien est que 500 drones ont exposé la vulnérabilité des porte-avions, les ont forcés à abandonner leur position de combat, ont perturbé leurs opérations aériennes et ont démontré que le coût économique et opérationnel de la défense d'un porte-avions contre un essaim de drone est insoutenable.
Ce récit est exact quant au ratio d'échange de coups et aux renseignements recueillis. Il est incomplet parce qu'il reconnaît mal qu'aucun des deux porte-avions n'a été touché et que les escadres aériennes ont continué d'opérer tout au long de l'événement. L'Iran a envoyé 500 drones contre 2 porte-avions et n'a touché ni l'un ni l'autre. C'est un échec opérationnel, selon les termes précis de ce que les drones étaient censés faire. Le tableau complet est celui-ci. Les porte-avions américains ont démontré une capacité d'évasion à grande vitesse, de dissimulation électromagnétique et de tromperie qui est véritablement impressionnante et dont les planificateurs opérationnels iraniens n'avaient pas une visibilité complète avant ce matin. Cette démonstration a coûté 500 drones à l'Iran et a produit 4 catégories de données de renseignement. La démonstration a également établi les paramètres de la capacité d'évasion des porte-avions. La fenêtre de 7 minutes, les caractéristiques de la signature de tromperie, le comportement de l'écran pendant les opérations en silence, la géométrie de récupération, avec un niveau de complétude qui rend la prochaine itération de la vague de drones plus dangereuse que celle-ci, parce que la prochaine sera conçue autour des données recueillies cette fois-ci. Voilà le danger de transformer la stratégie en slogan de campagne. Ça sonne fort jusqu'à ce que l'adversaire commence à mesurer les petits caractères. Ce schéma est apparu dans chaque opération de cette série. Les systèmes américains fonctionnent comme prévu au premier contact. Les adversaires recueillent des données à partir de cette performance. Le deuxième contact est plus difficile. Ce matin, les porte-avions ont été remarquablement performants. La question à laquelle répondra la prochaine opération est de savoir s'ils seront encore remarquablement performants lorsque la vague de drones sera lancée depuis des positions qui réduisent la fenêtre de 7 minutes, utilisera des drones plus rapides qui compriment la géométrie d'évasion, intégrera des filtres de capteurs capables de distinguer la signature de tromperie du vrai navire, et ciblera d'abord les navires d'écran pour retirer l'architecture de tromperie avant l'arrivée de la vague principale. Cette opération est en train d'être planifiée en ce moment. Les données de ce matin sont le document de planification. 12 opérations dans cette série. 12 capacités militaires américaines démontrées sous contrainte opérationnelle. 12 événements de collecte de données par l'adversaire, le calcul d'épuisement des intercepteurs, la limite de séquençage Aegis, le calendrier de déminage du détroit d'Ormuz, la réponse de lutte anti-sous-marine des porte-avions, la détection et la chaîne de destruction du B-2, la caractérisation radar du Su-57, la démonstration de portée de Diego Garcia, la formule de saturation Patrio, la récupération et la rétro-ingénierie des drones, l'architecture de décision de ciblage du CENTCOM, la compromission logicielle Patrio, et maintenant ceci, la fenêtre d'exécution MCON Alpha des porte-avions, le profil de signature de tromperie et le schéma de comportement de l'écran pendant les opérations de porte-avions en silence. 12 ensembles de données, 12 marges réduites. L'armée américaine n'a été vaincue dans aucune de ces opérations, elle a été étudiée dans chacune d'elles. Et cette étude a été systématique, patiente et connectée, chaque opération s'appuyant sur les données de la précédente. Chaque semaine de ce conflit produisant une image plus complète de la capacité militaire américaine et de ses limites précises que la semaine d'avant. L'adversaire qui mène cette campagne n'improvise pas. Il exécute un programme. Le programme se termine lorsque l'image est assez complète pour agir. Les porte-avions ont disparu de l'image radar iranienne pendant 11 heures ce matin. Ils sont opérationnels. Ils sont en sécurité. Ils mènent des missions ce soir. Et quelque part dans un centre d'opérations iranien, des analystes examinent 11 heures de données d'observation, corrèlent les positions de récupération des porte-avions avec les coordonnées des signatures de tromperie, mesurent le calendrier d'exécution MCON Alpha et rédigent le document de planification de l'opération qui fermera la fenêtre de 7 minutes. Les porte-avions ont disparu ce matin. La question est de savoir ce que les prochains 500 drones seront conçus pour trouver. 2 marins à bord de l'USS Delbert D. Black sont soignés ce soir. 9 autres sont traités pour des blessures qui ne définiront pas leur service, mais qui marqueront leur souvenir de ce matin pour le reste de leur vie. Ils se trouvaient dans la superstructure arrière, dans le hangar, lorsque 3 Shahed 238 sont arrivés à intervalles de 40 secondes. Et ils ont fait ce que les marins sont entraînés à faire. Ils ont contenu les dégâts, maîtrisé les incendies, gardé leur navire mobile et maintenu leurs camarades en vie. Le Delbert D. Black fait route vers Bahreïn. Il sera réparé. Il retournera dans la flotte. Les marins à son bord ont agi exactement comme ils avaient été entraînés à le faire. Le fort d'El Eisenhower opère à un rythme opérationnel quelque part dans le nord de la mer d'Arabie ce soir. Leurs positions sont connues du commandement américain. Elles ne sont pas connues de l'Iran. Les 11 heures de dissimulation réussies ont pris fin lorsque les porte-avions ont repris leurs opérations normales. Ils sont de nouveau visibles. Ils sont opérationnels. Et ils opèrent dans un environnement de menace que ce matin a changé de façon permanente, parce que l'adversaire qui a envoyé 500 drones contre eux et les a manqués connaît maintenant les paramètres de l'évasion qui a permis ce raté. 500 drones, 7 minutes. 2 porte-avions disparus dans l'océan et un destroyer endommagé de classe Harley Burke boitant vers Bahreïn. Les porte-avions sont en sécurité ce soir. Les données qui rendront la prochaine tentative plus difficile à éviter sont déjà entre de mauvaises mains. C'est la fin de ce bulletin d'information.
N'oubliez compte vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.